L'association qui s'appelle l'AME, Association pour la mémoire de l'émigration, a été créée en 1999. C'est une association loi 1901 et nous sommes forts de 220 adhérents environ. Nous avons notre siège à Pau. Nous étudions l'émigration pyrénéenne vers les Amériques, vers l'Espagne ou d'autres lieux selon les demandes et les recherches des familles qui nous contactent. Donc j'ai choisi d'évoquer l'émigration d'une branche maternelle, la famille Maisonnave, qui vivait dans des propriétés agricoles puisque le papa et les enfants, avant leur départ, étaient ce qu'on appelle laboureurs. Mais ils n'étaient pas propriétaires de la ferme qu'ils habitaient et ils changeaient souvent, passant du canton de Salis au canton de Sauveterre de Béarn. Et c'était une vie assez humble avec de nombreux enfants. Au début, nous avons été alertés par un descendant qui est venu à notre rencontre et qui croyait que sa famille était de Pau. Mais très vite, il a découvert l'importance d'un cahier qu'avait rédigé sa grand-mère lors d'un voyage en 1905. Et en étudiant de près ce cahier avec lui, nous avons vu que les cartes postales étaient envoyées d'Horace et ça nous a permis de mieux cibler le village de départ. Cette famille, je préciserai que c'était une famille protestante donc qui avait certainement souffert de la guerre entre protestants et catholiques en Béarn. Dans cette famille protestante, le papa choisissait quel était l'enfant qui occuperait les fonctions d'aîné. Ce n'est pas forcément l'aîné en âge, c'est celui qui est le mieux à même de mener la propriété. Puis il prêtait une somme d'argent au premier enfant qui désignait pour émigrer. En l'occurrence, c'était une émigration en Uruguay. Dès que ce premier enfant, Pierre, a eu économisé la somme qu'avait prêtée le papa, il l'a renvoyé en Béarn. La somme a été prêtée au second qui a émigré à son tour, Daniel. Puis Daniel a renvoyé la somme et c'est Jean-Pierre, le dernier, qui a pu émigrer. Il nous est difficile de préciser l'âge exact parce que lors des immatriculations au consulat de Montevideo, l'année de l'émigration et le nom du bateau ne sont pas inscrits. Mais on y peut dire que lorsque l'aîné a été appelé sous les drapeaux pour son service militaire, c'est-à-dire à 20 ans, il était déjà en Amérique, comme le stipule son registre militaire. Donc j'imagine qu'étant né en 59, il a dû émigrer avant 79. Les premiers émigrés sont restés dans leur pays d'accueil. Et le descendant Gustavo, qui a repris contact avec nous, peut attester que 4 générations ont habité l'Uruguay à la suite de ce premier départ. Mais le troisième, Jean-Pierre, est revenu très vite sur Oloron à la suite du décès de sa première épouse. J'ai organisé un voyage vers son pays d'accueil avec 10 cousins de Béarn. Nous avons voulu suivre son itinéraire. Nous n'avons pas pris le bateau, bien sûr, nous avons pris l'avion. Nous avons atterri à Buenos Aires, le lieu où il était arrivé. Et puis nous sommes allés en Uruguay avec le buquebus, c'est-à-dire un bateau qui nous a amenés de Buenos Aires à Montevideo. J'ai un petit peu dit que leur pays d'émigration était l'Uruguay. Il faut dire qu'à un moment donné, les Français n'étaient pas les bienvenus en Argentine, surtout au moment de Rosas. À cette période, on allait plutôt vers l'Uruguay. La première difficulté, c'était la langue. Il fallait parler l'espagnol. Cette langue, d'ailleurs, elle a pris la place du français dans leur tête assez vite. Et on le voit dans les lettres qu'ils écrivent à la famille 10 ans après. Pour réussir une émigration, il fallait travailler, il fallait avoir un métier, il fallait connaître une technique particulière comme le bois, comme faire le pain. Il y avait beaucoup de boulangers, beaucoup de blanchisseurs. Dans le cas de cette famille, l'émigré et son fils fabriquaient ce qu'ils appellent des carruajes, c'est-à-dire des voitures attelées à des chevaux pour le transport.
Et sur 2 générations, ils ont fabriqué ces voitures. Et d'ailleurs, le descendant actuel, lorsqu'il nous a reçus dans sa propriété d'Aigua en Uruguay, nous a montré sa collection de carrioles et de voitures anciennes. Disons que l'émigré est resté à Montevideo, mais le troisième est revenu à Oloron. Le troisième enfant de cette famille était tanneur, et donc il a pu continuer à pratiquer son métier de tanneur à Oloron. Ce troisième émigré, donc, qui est oloronais, aura beaucoup d'enfants parce que dans sa vie, il aura 3 épouses. Avec la première, il a 4 enfants en Uruguay. Puis, il a eu beaucoup d'enfants avec la seconde épouse et pas avec la troisième parce que c'est un mariage tardif après 70 ans. Les descendants donc, de cet émigré sont revenus en France à plusieurs reprises. La première fois, c'était pour partager l'émotion de revoir Pau, puisqu'ils pensaient qu'ils venaient de Pau. La seconde fois, c'était pour découvrir le petit village d'Horace, puisqu'entre-temps, ils avaient étudié le cahier de la grand-mère qui était venue en 1905 et qui avait laissé une trace écrite. Et la dernière fois, ils sont revenus invités par tous les cousins béarnais, invités à Horace pour une énorme cousinade, parce que ce qu'il y a d'émouvant dans notre recherche, c'est qu'elle a beaucoup de répercussions dans le présent, et ce n'est pas seulement une histoire ancienne pour nous, on la fait revivre régulièrement. Donc il est revenu pour participer à la cousinade et pour vivre 8 jours avec nous en Béarn et en Pays Basque. Son retour en France a été un vrai bonheur, parce qu'il était conscient, et là je parle du descendant avec lequel nous sommes en contact et non pas du premier émigré. Je parle du descendant, ça a été un vrai bonheur de revenir parce qu'il savait à quel point la France avait apporté à son pays. Les émigrés français avaient apporté à la culture uruguayenne et avaient construit des tas de monuments, etc. Et donc, le couronnement de tout ça a été l'aide que nous lui avons apportée pour qu'il obtienne, ou plutôt qu'il retrouve sa nationalité française. Et ce beau rêve qu'il avait de double nationalité uruguayenne et française, il a pu le réaliser il y a quelques années avec l'appui de notre association. Notre cousin, donc Gustavo, le descendant de l'émigré Pierre, a transmis sa culture à travers une ferme-auberge qu'il a créée dans le village d'Aigua, dans sa propriété, avec ses filles. Et quand ils sont venus à Horace, ils ont pris en photo tous les plats typiques de la région et ils les servent avec le décor du sud-ouest. Ils servent tous ces plats et cette cuisine que faisait leur grand-mère dans leur ferme-auberge. Je suis très très sensible à cette émigration parce que dans mon cas personnel, je suis aussi fille d'Espagnol puisque mon nom de famille est Santiago. Donc l'émigration est un sujet qui me concerne de près et un enrichissement pour moi. Et puis ça m'a énormément émue de revivre avec mon cousin Gustavo tout ce chemin vers le passé et de le faire vivre dans le présent. C'est-à-dire que les cousinades, c'est une façon pour nous de recommémorer tous ces départs vers les Amériques. Oui, je suis très fière parce que notre pays vit en ce moment beaucoup d'arrivées assez dramatiques et assez pénibles. Et si nous pouvons dire aux familles de la région que dans chaque famille, il y a eu au XIXe siècle un émigré vers les Amériques, ça pourrait apporter un petit peu plus de compréhension et de tolérance. Je voulais dire que être français pour Gustavo, qui est né uruguayen, représentait quelque chose de magnifique. Et je m'en sers dans ma conception de ma nationalité française, moi qui m'appelle Santiago aussi. Appartenir à la nation française, c'est quand même quelque chose de très, très riche et notre vie est facile quand on la compare à la vie de ces émigrés. Je suis très fière de mes origines espagnoles
Même si quand j'étais enfant, j'ai entendu des gens dans le village où j'habite, qui est au Gelée-Bain, parler de mon père en disant l'autre. Et dans la littérature, effectivement, j'ai retrouvé cette expression l'autre pour l'émigré. J'en suis très fière parce que l'Espagne m'apporte beaucoup, ne serait-ce que la joie de vivre. Et en m'approchant de la retraite, j'ai eu un coup de foudre pour un village andalou, Frejiliana, où j'ai acheté une petite maison de l'époque des Moriscos, des Arabes. Et lorsque je l'ai raconté à ma grand-mère qui avait 95 ans, elle m'a dit « Oh là là, tu es reparti dans le pays d'où nous venions ». Absolument, et j'ai besoin de parler français et espagnol. Et régulièrement, je repars me rebaigner en Andalousie, dans le pays de mes origines. Et depuis 20 ans, j'y ai beaucoup d'amis et je partage la vie des femmes dans le village. Je suis avant tout française et béarnaise, donc je ne vendrai jamais ma maison et je ne quitterai jamais le Béarn. Mais j'ai besoin d'oublier un peu le Béarn de temps en temps pour aller partager la vie plus animée de mon village andalou. Et puis je retrouve au jeu avec un énorme plaisir. Venu témoigner de l'immigration de certains de vos ancêtres. Parlez-nous de leur vie en France avant leur départ. Ce que je sais de leur vie en France, c'est qu'ils habitaient un petit village à côté d'Arudy, qui s'appelle Sévignac-Mayrac, et ils ont eu une enfance particulièrement difficile. Leur père est mort alors que l'aîné n'avait que 16 ans, et le père était cultivateur, et la ferme, les quelques arpents de terre qu'ils avaient, ont été vendus aux enchères, donc ils se sont retrouvés sans rien du tout, dans le dénuement le plus extrême. Et pour eux, il n'y avait peut-être pas d'autre solution que de partir gagner leur vie ailleurs. Avant de quitter leur terre natale, oui, elles ont été à l'école. Puis mon arrière-grand-père, il s'agit de lui, est parti à l'âge de 24 ans. Et ses deux frères l'ont suivi. Ils avaient également 24 et 21 ans. Et ils avaient été à l'école, oui, avec un bon niveau d'instruction, je dirais, parce que après, j'ai eu l'occasion de lire des lettres qu'ils adressaient depuis leur pays d'accueil à leur mère restée au pays. Ces lettres témoignent qu'ils avaient beaucoup d'aisance, d'ailleurs, pour écrire. Tout simplement, leur situation relativement misérable, et puis sûrement l'envie d'aller d'une vie meilleure, une vie d'aventure aussi, parce qu'après tout, ils sont très jeunes, et puis aussi, pourquoi pas, faire fortune. Alors, ils sont partis au 19e siècle. Mon arrière-grand-père part en Espagne d'abord, en 1847, il gagne Saragosse. Et ensuite, ses deux autres frères vont partir en 1849 depuis Bordeaux à Cuba. Ils vont se rejoindre les trois, je ne sais pas à quelle date exactement. Et je sais qu'ils vont rester sur place, mon arrière-grand-père, pendant 20 ans, quasiment, parce qu'il ne revient qu'en 1870. Son frère va y rester un petit peu moins parce qu'il va mourir là-bas et il va être enterré là-bas. Quant au troisième frère, je ne connais pas véritablement son parcours. Mais je sais qu'il revient aux alentours de 1869 aussi en France. Alors des souvenirs, je ne peux pas en avoir. Je ne les ai absolument pas connus. Mais j'ai des documents. Que j'ai comme documents, en particulier depuis que je suis toute petite. J'habitais une maison qui avait été achetée par mon arrière-grand-père. Et dans cette maison, dans le grand salon de la maison, il y avait et il y a toujours un grand portrait, mais qui n'est pas celui de mon arrière-grand-père, mais celui de mon arrière-grand-oncle, celui qui est mort à Cuba. Donc j'ai toujours eu sous les yeux ce portrait. Bon, alors je suppose que déjà ils arrivaient à Cuba, mon arrière-grand-père était passé en Espagne et donc il pratiquait déjà la langue espagnole. Donc pour communiquer, je pense que ça n'a pas dû poser de problème. Après, j'ignore quelles difficultés ils ont pu rencontrer. Je sais en tout cas qu'ils ont rejoint l'un comme l'autre. En tout cas, je connais un tout petit peu le parcours au moins de deux frères. On rejoint là-bas des compatriotes béarnais. Donc, ils se sont retrouvés quand même relativement entre eux, ce qui a dû faciliter leur contact avec Cuba, qui était quand même une île qui pour eux était quand même totalement exotique, comparé au Béarn. Alors, ils ne partaient pas rejoindre leur famille déjà. Ils ne se sont pas mariés là-bas. Celui qui est mort là-bas est mort célibataire. Quant à mon arrière-grand-père, il est revenu dans le Béarn et il s'est marié après son retour définitif de Cuba.
En fait, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé, je sais qu'au cours de leur séjour, l'un d'entre eux, arrière-grand-oncle, est revenu une fois chez lui et est reparti là-bas. Voilà ce que je connais de leurs allées et venues entre le pays natal et le pays d'accueil. J'ignore les circonstances, mais je sais que forcément, c'était en bateau, puisque j'ai retrouvé des billets de bateau entre La Havane, donc capitale de Cuba, Bordeaux. Je pense qu'ils étaient plutôt bien logés, je veux dire, dans le transatlantique, puisqu'ils étaient en cabine, ce qui veut dire qu'ils avaient sûrement les moyens de s'offrir une traversée relativement confortable. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les objets, ou ce qui a pu nous accompagner à nous, les descendants, c'est ce portrait dont je vous ai parlé, mais également des lithographies, c'est-à-dire c'est des tableaux de Cuba, de différentes villes de Cuba, qui se trouvaient dans une malle dans notre grenier. Des lettres également qu'ils avaient envoyées à leur mère qui était restée dans le Béarn et que moi j'ai retrouvées en tant qu'arrière-petite-fille. Voilà. J'ai eu la possibilité de faire des recherches sur leur parcours et j'ai écrit un article à ce sujet et que j'ai transmis à mes enfants, bien sûr, et que je transmettrai aussi à mes petits-enfants. En ce qui concerne les objets, c'est-à-dire le portrait, les lithographies et les lettres, c'est la même chose. Je les donnerai en temps voulu à mes enfants, bien sûr, pour qu'ils le gardent en tant que témoignage d'une vie passée ailleurs et en tant qu'émigré également. C'est important. Une des revues que notre association publie et dans laquelle j'ai fait publier l'article dont je vous ai parlé qui retrace leur parcours. Là, l'image ici, vous voyez le portrait de mon arrière-grand-oncle qui s'appelle Jean Junca. Donc ce portrait qu'il a fait venir de Cuba alors qu'il était encore en vie et qui est arrivé dans la maison familiale et qui y est toujours dans le salon. Là, il s'agit d'une lithographie, un paysage de Trinidad qui est une ville de Cuba. Voilà, vous avez 2 autres lithographies. Il s'agit également de 2 autres villes de Cuba et des ports en même temps, Santiago de Cuba et Cardenas. Il s'agit ici du port de La Havane. Ça a aussi une grande valeur artistique, ces lithographies. Donc, mais en fait, j'ai envie de dire pour nous, pour leur famille, c'est surtout une valeur en fait affective. Quand je me suis intéressée à leur histoire, de suite j'ai eu envie de partir à Cuba. Ce que j'ai fait, il y a déjà maintenant quasiment 15 ans que j'y suis allée, sur leurs traces. Et j'ai eu vraiment une grande émotion parce que j'ai retrouvé la tombe de mon arrière-grand-oncle. Dans la famille, ils ne savaient exactement où il était enterré. Et je l'ai retrouvé dans la ville où il a vécu, à Cienfuegos, au bord de la mer. Et ça a été un grand moment d'émotion. Je me trouvais avec ma tante, qui était une descendante aussi directe de cet ancêtre. Et on a eu un grand moment d'émotion quand on s'est recueillis devant sa tombe. Je vous parle donc à partir des témoignages de Jean et de Joseph Bahurlet, originaire de la ferme Bahurlet à la Seube, une petite propriété pour 5 enfants qui n'allait pas être suffisamment viable pour entretenir 5 enfants. Ces jeunes gens allaient être aussi attirés par l'émigration, ce qui revenait au village de ces jeunes partis avant eux, c'était déjà une certaine, pas seulement adaptation, mais une certaine réussite en Argentine et tout de suite dans le milieu de l'élevage. La situation de ces jeunes n'était pas des plus défavorisées, puisque ces jeunes avaient été scolarisés à une époque où l'école n'était pas encore obligatoire et où elle n'était pas encore gratuite. Alors Jean Bahurlet a 20 ans. Et son frère, donc il part, il est né en 1866, il part en 1886,
Et son frère, à 18 ans, il partira en 1890 pour le rejoindre. On favorise le départ et l'Argentine fait appel. Ils seront accompagnés par l'agent d'émigration qui s'appelle Monsieur Laplace et qui est un agent d'émigration de Navarenx qui accompagne donc ces jeunes jusqu'au port de Bordeaux. Il y a aussi le fait que lorsqu'il part à 20 ans, il est concerné par le service militaire, comme tous les autres jeunes. Certains jeunes, pour éviter aussi d'être enrôlés dans le service militaire, ils partaient avant. Ce qui attire ces jeunes, c'est d'améliorer leurs conditions sociales et de réussir. C'est la réussite qui les motive. Et bon, là aussi, sujet d'étonnement, la ville très importante déjà, qui grouille, qu'il voit assez sale, tout encore est toujours sujet d'étonnement. Il ne reste pas à Buenos Aires, mais le réseau des Béarnais, le réseau des Lasebois est donc prévenu et c'est ce réseau en fait qui organise le transport vers une petite ville qui est un peu au sud de Buenos Aires et qui s'appelle La Gloria. Donc très vite, je pense même que c'est 3 ans après, 1889, avant que son frère n'arrive, il devient un commis chez un commerçant. Et il demande à son frère de venir le rejoindre. D'accord. Et quand son frère va venir le rejoindre, il va venir le rejoindre dans le commerce. D'accord. Il apprend l'espagnol très vite. Ça devient sa langue de communication. Il pratique moins le français, donc il a moins d'aisance à écrire en français. Alors l'héritage du pays est très affectif. Les valeurs familiales de respect, mais aussi de solidarité et puis toujours d'appartenance. En Argentine, là où ils sont éleveurs, ils élèvent des cochons, mais aussi ils le cuisinent à la façon dont ils ont appris à le cuisiner ici en Béarn. Cette période-là, qui va de 1886 à 1914-1915, donc c'est la période de vie en Argentine. Là, ils ne sont pas revenus en France, mais les relations sont régulières, donc par les lettres, mais aussi par l'envoi d'argent. La correspondance s'arrête pratiquement en 1914-1915. Et à ce moment-là, ils perdent leur mère. Là, on apprend que Jean Bahurlette est marié et qu'il a 9 enfants. Il est toujours très demandeur des nouvelles du village, des nouvelles de la famille. Eux ne sont pas revenus, mais peut-être leurs descendants, ça je ne sais pas bien. Leur parcours, pour nous, il s'arrête lorsque les correspondances s'arrêtent.